Bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui nous allons donc parler, comme souvent nous alternons entre français langue étrangère pure avec ou de la phonétique ou de la grammaire, et nous alternons ensuite avec plutôt de la compréhension orale et écrite. Donc aujourd'hui, une vidéo de compréhension orale autour de la biographie d'un homme célèbre. J'ai fait un petit sondage sur Instagram, je vous ai demandé est-ce que vous voulez que je vous parle d'un homme ou d'une femme, et vous m'avez dit ça serait bien de parler d'un homme. Donc on va parler de John Dee, qui est donc une personne très intéressante, un personnage historique qui a vraiment existé au XVIe siècle, dans une période qui est vraiment une époque passionnante. Donc on va donner ces dates, John Dee 1527 et il est mort en 1608. Alors cette personne est connue de toutes les personnes qui s'intéressent à l'occultisme, au paranormal, mais c'était, on l'oublie un peu souvent, un érudit. Alors il ne faut pas oublier qu'à l'époque où vivait John Dee, c'est la période que l'on appelle l'humanisme, l'homme est au centre de tout. C'est-à-dire qu'en fait, on veut que l'homme soit en relation avec le monde qui l'entoure et tout est objet d'étude, on s'intéresse vraiment à des domaines très variés et c'est aussi la période où on découvre des nouveaux mondes. Alors dans les domaines très variés, nous avons par exemple les mathématiques, mais nous avons aussi l'astronomie, l'astrologie qui est à l'époque considérée comme une science controversée comme nous allons le voir, mais aussi notamment, comme je vous ai dit, on a découvert des nouveaux territoires et une science qui est vraiment nouvelle, c'est la science de la cartographie. De nos jours, on a vraiment des outils électroniques qui nous permettent avec des GPS de nous repérer n'importe où. Il faut savoir qu'à l'époque, les cartes étaient vraiment des objets d'information très importante et savoir dessiner des cartes, savoir représenter sur un dessin des espaces physiques était une science très recherchée et avec une haute valeur stratégique puisque les puissants de ce monde avaient besoin de cartes de leur territoire, mais aussi des territoires à conquérir. Donc John Dee, c'est vraiment un homme qui est un homme de son temps, un homme donc de la période humaniste. On peut penser à un autre génie, mais un génie plus lumineux qui est Léonard de Vinci. C'était un peu le même parcours, c'était un parcours de recherche, de vouloir innover, de s'intéresser à beaucoup de choses. Et John Dee débute sa carrière d'ailleurs comme mathématicien et comme chercheur, et il débute sa carrière en fait en ayant des connaissances en langue. Alors il parlait notamment des langues anciennes, des langues comme l'hébreu, l'araméen, le grec, et c'était une personne qui avait une réputation d'avoir une magnifique bibliothèque, d'être un peu ce qu'on appellerait de nos jours un rat de bibliothèque. Donc en fait il était considéré comme un chercheur, un érudit, et vraiment quelqu'un de très versé dans l'étude. C'était vraiment l'objectif de sa vie, et notamment des mathématiques et la cartographie, comme je vous l'ai dit. Il se trouve qu'à l'époque où vivait le jeune John Dee, nous sommes dans une période donc il vivait en Angleterre, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est vrai que je vais vous mettre le lien vers Wikipédia. Mon objectif n'est pas de refaire Wikipédia, Donc, à l'époque, nous sommes peu de temps après le règne donc d'Henri VIII. Donc vous connaissez Henri VIII d'Angleterre. Si vous regardez des séries comme les Tudors, vous savez qu'il a eu de nombreuses épouses et qu'il n'a pas été toujours très correct avec les personnes. Il en a fait décapiter pas mal et il en a répudié beaucoup, et il a eu avec Anne Boleyn, donc une de ses épouses qu'il a décapitée, il a eu une fille qui s'appelle Élisabeth, et Élisabeth a été élevée dans la religion protestante.
Il a eu également une fille avec sa première épouse espagnole qui s'appelle Marie et qui, elle, a été élevée dans la religion catholique. Bien qu'elles aient des liens du sang et qu'elles aient des relations, j'ai envie de dire, plutôt ambiguës, parce qu'elles étaient quand même sœurs, elles sont quand même des opposantes politiques, et Marie se méfie énormément d'Élisabeth, et elle a toujours peur qu'Élisabeth lui prenne le pouvoir et que les protestants gagnent sur les catholiques. Et John Dee, qui s'intéresse à l'astronomie et à l'astrologie, a fait quelque chose qui à l'époque était blasphématoire, c'est qu'il a tout simplement dressé l'horoscope des deux sœurs. Donc il a dressé l'horoscope d'Élisabeth et l'horoscope de Marie. Et d'après, alors c'est pas juste faire le thème, il n'a pas juste dit oui à votre naissance, Uranus était à tel endroit, Mercure était à tel endroit, non, non, non. Il a essayé de faire aussi de la divination. Donc en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout simplement essayé de voir comment les sœurs allaient évoluer dans leur vie personnelle. Et il dit que Marie va mourir et que Élisabeth va effectivement monter sur le trône et qu'elle aura un règne qui sera très long et glorieux. Bien évidemment, la reine Marie, découvrant cela, considère que c'est une trahison en faveur de sa demi-sœur. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide donc d'aller mettre en prison John Dee, même s'il avait une très bonne réputation de professeur et de chercheur. Elle se dit oui, il complote contre moi. Les dernières années du règne de Marie sont des années où elle est assez paranoïaque. En plus, elle sent très bien qu'elle est obligée d'emprisonner des personnes pour se faire respecter, mais la religion protestante prend de plus en plus d'ampleur en Angleterre. Donc elle ne s'inquiète pas pour rien. Et en fait, elle fait donc emprisonner John Dee. Et John Dee, lorsqu'il purge sa peine de prison, va rencontrer de nombreuses personnes et va développer une force de caractère. Donc en fait c'est quelqu'un qui se dit toujours de toute façon ce qui est important c'est de faire des recherches et des études et peu importe le prix à payer. Donc en fait il n'a pas peur des conséquences. Voilà. Il se trouve qu'il ne s'était pas vraiment trompé puisque Marie décède effectivement quelques années plus tard et qu'Élisabeth monte sur le trône. Et Élisabeth, lorsqu'elle arrive, donc Élisabeth Ière, lorsqu'elle arrive, donc je vous mets toutes les dates, hein, là je parle, mais vous avez toutes les dates qui défilent à l'écran, et puis je mets les références en commentaire. Donc Élisabeth, lorsqu'elle arrive sur le trône, il faut savoir qu'elle arrive dans une cour où en fait tout le monde est contre elle, elle n'a très peu d'amis, et elle décide de s'attacher les services de John Dee en tant que conseiller. Alors, c'est pas la seule reine qui va faire ça. Nous avons d'autres reines, notamment des reines françaises comme Catherine de Médicis, Marie de Médicis. La famille Médicis adorait tout ce qui était occulte et elles n'ont pas hésité à avoir des personnes proches d'elles, mais ça sera l'objet peut-être d'un autre épisode, des personnes qui étaient un petit peu comme John Dee, qui étaient donc des voyants, des astrologues, des astronomes, des personnes versées dans les sciences occultes. À l'époque, John Dee s'intéresse surtout à la science et, comme je vous ai dit, l'astrologie était considérée comme une science, l'étude des planètes, l'étude des influences. Et même si déjà on considérait que le fait de faire de la divination avec de l'astrologie, c'était quelque chose de controversé. Alors, on a dans l'Église catholique une personne importante qui s'appelle Saint Augustin, et vous savez que dans la vie de Saint Augustin, avant de devenir un homme religieux, il avait fréquenté beaucoup de personnalités troubles, notamment des astrologues, et il avait déclaré que ce n'était pas une chose à faire quand on était un bon chrétien. Et c'est vrai que vu le succès de l'astrologie, en fait, l'Église n'aime pas qu'on calcule les thèmes astro. Donc il y a eu notamment le calcul du thème de Jésus-Christ. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je ne me rappelle plus qui a écrit, qui a dressé ce thème, pardon, on dit dresser ce thème, mais je vais vous le mettre, vous allez le voir en commentaire. Donc bien évidemment c'est blasphématoire parce que c'est lié quelque chose d'occulte et de païen à quelque chose de religieux.
Donc John Dee, même s'il n'est pas inquiété pour le moment, il est déjà un peu à la limite. Mais Elisabeth est seule, elle est isolée et elle a besoin de ses conseils. Alors il faut savoir que c'est une période, le XVIe siècle, c'est une période où on croit beaucoup aux influences bénéfiques et aux influences maléfiques. De nos jours, nous sommes dans une ère plutôt scientifique. Croire à tout ce qui est paranormal, on peut passer pour ce qu'on dit en français un zinzin. Alors je n'oublie pas que nous avons des personnes qui apprennent le français, donc zinzin c'est un terme familier pour dire un peu fou. Donc de nos jours, voilà, croire à tous ces aspects, toutes ces forces invisibles, croire à tous ces aspects paranormaux, c'est un peu considéré comme étant à côté de ses pieds, un peu zinzin, un petit peu fou, original, un peu perdu, et la superstition c'est quelque chose dont on peut se moquer, on va dire cette personne est très superstitieuse et on se moque de cette personne, c'est un peu un défaut. Mais à l'époque c'était le contraire, c'est-à-dire que si vous étiez plutôt sceptique, si vous n'y croyez pas, si vous étiez plutôt à vous rattacher à la science, vous passiez pour un zinzin, voilà, vous passiez pour un fou à l'époque. Vous voyez, il y a eu un changement de point de vue, un retournement de point de vue. Alors c'est assez drôle parce que c'est aussi à cette période que se sont développées, se sont un petit peu normalisées certaines croyances. Il y a une croyance en ésotérique qui dit que lorsqu'on sent des mauvaises odeurs, c'est qu'il y a la présence de mauvais esprits. Et en science, on sait maintenant qu'il existe l'épilepsie. Alors on avait déjà parlé d'épilepsie dans un précédent épisode, hein, donc que je vais vous mettre également en référence sur un coin de l'écran. On sait que dans les crises d'épilepsie focale, qui est l'épilepsie la moins connue, en fait elle est connue des médecins mais elle est moins connue du grand public, il y a donc cette sensation d'odeur désagréable. Donc de nos jours, nous sommes dans une période cartésienne, quelqu'un qui dit oui je sens des odeurs bizarres, donc certainement il y a des esprits chez moi, vous allez lui dire bah écoute va voir un neurologue et peut-être que tu as des crises d'épilepsie focale, c'est une épilepsie qui ne se voit pas concrètement, mais ces changements d'odeur c'est un symptôme. Enfin, un des symptômes. Alors, je ne suis pas médecin, mais en tout cas, j'ai parlé avec des amis médecins qui m'ont dit, oui, des fois, quand les gens nous disent « je sens des odeurs bizarres, j'ai des modifications de l'odorat », on peut, avec d'autres symptômes, bien sûr, se poser des questions. Est-ce que ce ne serait pas une épilepsie focale? Mais à l'époque, on n'avait pas tous les moyens. Et à l'époque, on croyait donc que sentir des mauvaises odeurs, eh bien, c'était la preuve qu'il y avait des esprits négatifs chez vous. Et c'est drôle parce qu'en 2024, lorsque j'ai fait des recherches pour préparer cet épisode, dans certaines revues qui parlent d'occultisme et dans certains sites et dans les recommandations ou dans les témoignages de certaines personnes, ils disent « Ah oui, effectivement, si vous sentez des mauvaises odeurs, c'est qu'il y a quelqu'un chez vous ». Plus pragmatiquement, sans parler de maladie ou sans parler d'influence occulte, il y a peut-être aussi des mauvaises odeurs parce que, je sais pas, il y a des problèmes de canalisation. Mais là, vous voyez, je suis très pragmatique, très cartésienne, très chiante même à la limite, vous pouvez le dire. Mais à l'époque, au XVIe siècle, à l'époque de John Dee et de la reine Elisabeth Ier, eh bien, de croire que c'était des esprits et des influences nocives, c'était normal, et quelqu'un qui aurait tenu le discours que je viens de vous tenir sur la médecine et sur les canalisations, bah on passerait pour complètement fou et pour une personne qui n'a pas le bon sens commun et qui est complètement débile. Voilà, vous voyez, alors que maintenant c'est un peu l'envers. Je ne dis pas que les gens qui croient à tout ça sont des débiles, mais enfin, beaucoup de personnes qui sont sceptiques vont dire non, non, attends, il y a une explication logique. Et donc, alors qu'à l'époque, on acceptait le merveilleux. Donc c'est une époque où on croit, vous allez voir que ça a de l'importance pour la suite, c'est une époque où on croit aux esprits, positifs et négatifs, on croit beaucoup aux anges. Par la suite, l'Église va interdire le culte des anges, mais à cette époque-là, la science des anges et en fait, et l'étude et le culte des anges, c'est quelque chose qui est valorisé et absolument aucun problème pour les personnes de l'époque. Donc on peut être un scientifique et s'intéresser à ce genre de choses. Et donc John Dee, qui a une réputation d'être une personne qui s'intéresse à énormément de choses, il veut toujours en savoir plus.
Alors, on pense aussi par la suite au 19e siècle à Faust. Vous savez, le docteur Faust signe un pacte avec le diable pour en savoir toujours plus. Et eh bien, John Dee, c'est un peu pareil, des siècles avant. C'est quelqu'un qui est passionné par la connaissance et il est prêt à tout pour en savoir plus, pour comprendre les mystères de l'univers. Et il n'a peur de rien. Il a été en prison, ça lui a forgé le caractère. Et effectivement, pour lui, c'est important. C'est important aussi de savoir les langues, parce que dans la Bible, on dit au commencement était le Verbe. Donc, l'origine du monde, pour certaines personnes, c'est le langage. Donc, en fait, c'est très important de parler des langues, de connaître le langage. Et John Dee s'intéresse aux langues anciennes. Et ça aussi, ça va avoir son importance, parce que cet homme va vouloir essayer de comprendre le langage des anges. Et il va donner énormément d'années de sa vie pour accéder à ce langage et aussi comprendre un langage qui est très mystérieux qui s'appelle le langage énochien. Alors, je fais une petite parenthèse. Cet intérêt pour le langage, on va voir des personnes comme Tolkien. Vous savez, lorsqu'il a écrit Le Seigneur des Anneaux, il a parlé des elfes. Et on sait que Tolkien a essayé de créer un langage elfique. Alors là, les elfes, c'est encore autre chose par rapport aux croyances paranormales et superstitions. Ce sont des créatures fantastiques du folklore qui ont été inventées notamment en littérature et dans certaines traditions. Nous n'allons pas parler des elfes ici, mais le langage elfique, en tout cas, est quelque chose qui attire beaucoup de gens. Il y a même des personnes qui vendent des formations sur Internet pour apprendre le langage elfique. Et par exemple, Le Seigneur des Anneaux, le film, à un moment, vous avez même les acteurs qui ont dû apprendre ce fameux langage elfique. Et puis, on a redécouvert dans tout ce qui est langage des façons de parler. Par exemple, on dit que le langage énochien se parlerait avec notamment, vous savez, le ventre. La respiration naturelle, c'est la respiration ventrale. Et donc, le langage originel, naturel, donc le langage énochien, se parlerait avec notamment dans la région de l'estomac, donc c'est pour ça que ça produit un son qui est assez impressionnant, surtout quand c'est parlé par des hommes. Je ne vais pas vous faire une démonstration dans cette vidéo, peut-être plus tard, lorsqu'on parlera plus en détail, lorsqu'on creusera, mais c'est pas anodin de parler ce langage, donc je pense qu'il faut le faire avec modération et pas tout mélanger. Là on va parler de l'expérience de John Dee. Pour finir, au niveau des langages, un des signes de possession, c'est de savoir parler une langue non humaine et d'entendre des langues qui sont donc particulières. Et donc, pour toute personne qui s'intéresse à l'occultisme, le langage, c'est quelque chose de très important. Et ça explique pourquoi John Dee essayait d'apprendre le plus de langues anciennes possible, pas seulement le grec, pas seulement le latin, mais aussi des langues réputées mystérieuses et des langues des premières civilisations, et notamment des langues qui étaient parlées à l'époque où les premiers textes de la Bible avaient été rédigés. Voilà. Comme nous sommes aussi une chaîne qui parle de la langue, je pense que c'est intéressant de mettre en valeur une personne qui était aussi donc quelque part un linguiste avant l'heure. Donc voilà un petit peu le contexte et la personnalité de John Dee, donc une personne qui s'intéresse à énormément de choses, à la limite tolérée par l'Église, mais qui reste quand même une personne proche du pouvoir après avoir connu la prison. Et il est tellement proche du pouvoir que la reine Elisabeth lui fait confiance. Elle est contente, l'horoscope qu'il a fait, ça s'est avéré vrai. Elle est couronnée, enfin elle n'est pas couronnée, elle est reine d'Angleterre. Et elle cherche une date pour le couronnement. Et elle demande à John Dee de lui trouver la bonne date de couronnement, la date la plus propice selon les astres, la date la plus porteuse de chance, la date qui sera la plus adéquate. Alors, j'ai des élèves qui apprennent le français, donc je fais exprès d'employer beaucoup d'adjectifs. Vous l'avez compris, elle lui fait complètement confiance et elle l'appelle sa noble intelligence. Et c'est un titre et c'est un compliment. Donc, John Dee décide d'une date et Elisabeth sera couronnée à la date que vous voyez à l'écran.
Suite à ça, John Dee va être le conseiller et le confident d'Elizabeth. Alors, il y a un très beau film avec Cate Blanchett qui joue le rôle d'Elizabeth. Et je trouve que dans ce film, on voit pas trop l'importance de John Dee. Néanmoins, je vous conseille de voir ce film sur Elizabeth et qui apprend beaucoup de choses sur la personnalité de cette souveraine et tous les dangers qu'elle avait autour d'elle, les ennemis qu'elle avait autour d'elle, et ça explique un peu sa psychologie, pourquoi elle a décidé de s'attacher les services d'une personne versée à la fois dans la science et dans l'occultisme. Et donc, il possède de crédits de la part d'Elizabeth, c'est-à-dire qu'elle finance ses recherches. Bien évidemment, ce qui l'intéresse, elle, en tant que souveraine d'Angleterre, c'est l'aspect cartographie. Vous savez que l'Angleterre est connue pour être une civilisation qui domine les mers. Donc, en fait, Elizabeth est très très intéressée par les compétences cartographiques de John Dee. Et Elizabeth également, elle a des pirates à son service, dont un des pirates les plus connus, c'est Drake. Et il y a beaucoup de rumeurs entre Drake et Elizabeth. On dit que c'est son amant. Et donc, elle s'intéresse beaucoup aux cartes des côtes, aux cartes qui peuvent permettre de voir d'autres territoires. Et comme John Dee est capable de faire des cartes, elle est ravie de l'avoir dans son entourage, elle lui fait confiance et elle lui donne donc de l'argent pour ses travaux. Et puis également pour prédire ce qui va lui arriver, pour être rassurée, car elle vit dans un endroit où elle a son palais, c'est en fait un panier de crabes, hein, un nid de guêpes. Donc c'est une expression qui veut dire elle a plus d'ennemis que d'amis. Donc elle a besoin de savoir à qui faire confiance, elle a besoin d'avoir de conseils, et comme de nos jours on va voir une voyante pour savoir quoi faire, et bien elle a son voyant à domicile, elle a John Dee qui lui donc fait de la divination et lui donne des conseils, et également est très utile sur un plan pratico-pratique avec sa connaissance en cartographie, et également il donne des conseils, comme toute éminence grise, il donne des conseils, des jugements, il analyse, il donne un point de vue extérieur, et ça, que ce soit de la superstition ou pas, on a toujours besoin d'un second avis dans n'importe quel domaine. Donc John Dee est une personne très importante pour la reine Elisabeth Ière d'Angleterre. Alors, quand il n'est pas à la cour d'Elisabeth Ière, eh bien écoutez, notre brave John Dee fait ce qu'il veut de son temps libre, et bien sûr il s'intéresse donc à des disciplines scientifiques, mais il s'intéresse aussi à des disciplines un peu plus ésotériques, alors notamment à l'hermétisme, à l'alchimie et à la divination. Alors, pour vous qui regardez cette vidéo, si vous ne vous intéressez pas vraiment à tout ce qui est ésotérique, la divination, je pense que vous avez compris, hein, de nos jours, c'est par exemple le tirage de cartes, les prédictions astrologiques, donc d'autant plus qu'il savait dresser les horoscopes, donc pour lui c'était assez facile. L'alchimie, c'est quelque chose qui est un petit peu plus lié à l'époque et qui est un peu mal compris. C'est-à-dire, en fait, c'est l'idée de transformer le plomb en or. Alors, de nos jours, on va rire, on va dire, mais ils sont complètement crétins, transformer le plomb en or. Mais en fait, ça, c'était la première étape
avant d'avoir une connaissance plus accrue. Parce que si vous êtes capable de transformer la matière, d'avoir une action sur la matière, c'est que vous êtes donc capable d'avoir une action sur la réalité et sur le vivant, et que vous avez trouvé le secret pour être une sorte de Dieu, et donc créer la vie, et donc d'avoir le plus grand des pouvoirs. Donc l'alchimie, c'est pas seulement transformer le plomb en or. Savoir transformer le plomb en or, c'est, comme je vous ai dit, donc je le répète, la première étape. C'est donc pourquoi beaucoup de personnes importantes de l'époque, notamment les rois et les reines de l'époque, finançaient cette recherche de manière plus ou moins officielle, parce que tout le monde voulait avoir un territoire plus grand, tout le monde voulait avoir le pouvoir, et même si l'Église expliquait que c'était un véritable blasphème parce que ça voulait dire que l'être humain pensait être meilleur que Dieu, placé au-dessus de Dieu, eh bien il y avait beaucoup de scientifiques et beaucoup de personnes qui essayaient de maîtriser cette science et qui essayaient en fait c'est pas seulement transformer le plomb en or, mais c'était de percer les secrets de l'univers et d'être capable d'intervenir sur la matière. Et John Dee, bien évidemment, dans sa quête effrénée de connaissances, était intéressé par cette science. Alors il était aussi intéressé par l'hermétisme. Alors hermétisme, c'est quelque chose qui est intéressant en langue française parce qu'on dit quelque chose d'hermétique. Vous savez les Tupperware, alors je reviens à mon aspect un petit peu cartésien, les Tupperware, les petits contenants en plastique dans lesquels on met des restes de nourriture, on s'assure qu'ils soient bien hermétiques, c'est-à-dire qu'ils soient bien fermés. Eh bien, hermétique, c'est ce qui est fermé, ce qui est difficilement accessible. Et d'ailleurs, par exemple, en littérature, vous avez un écrivain comme Stéphane Mallarmé, on dit que des fois sa poésie est un peu hermétique, et ça veut dire c'est une poésie qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Mais sur le plan ésotérique, qu'est-ce que l'hermétisme? L'hermétisme, c'est une doctrine ésotérique basée sur Hermès Trismégiste, et ça c'est une doctrine ésotérique, ça mériterait une vidéo complète. Donc en tout cas, retenez que il s'intéresse à ces trois sujets, et par conséquent ce ne sont pas des sujets très cartésiens et qui sont très utile à première vue pour la reine Elisabeth, sauf peut-être le principe d'avoir plus de pouvoir et de savoir un petit peu qui sont ses ennemis et qu'est-ce qui va lui arriver dans 3 semaines. Mais bon, c'est plutôt pour lui, c'est plutôt des choses qu'il fait pour lui, et la reine n'intervient pas, il n'y a pas forcément d'espions ou de personnes qui l'empêchent de faire ses travaux dans ces domaines-là. Et il est plutôt tranquille. Et il a tendance à même utiliser beaucoup de personnes de son entourage pour faire des tests, et notamment son fils Arthur, hein, qui par la suite, lorsque son père sera décédé, continuera lui aussi à s'intéresser aux travaux de son père. Mais il utilise notamment son fils Arthur pour la divination. Et il a besoin en fait d'une personne extérieure. Parce qu'en fait, même s'il fait beaucoup de recherches, même s'il a la capacité de dresser des horoscopes, John Dee découvre qu'il n'est pas capable d'être médium. Alors, de nos jours, on dit que tout le monde est médium, que tout le monde est plus ou moins magicien. Eh bien, écoutez, John Dee disait qu'il n'avait pas de possibilité d'être médium, et il avait besoin d'un tiers, il avait besoin d'une autre personne. Et lui, ensuite, il étudiait avec une démarche scientifique ce que restituait une autre personne. Alors il pouvait lire les horoscopes, mais il ne pouvait pas rentrer en contact avec le monde de l'invisible, il ne pouvait pas avoir de prémonition, il n'arrivait pas à avoir la totalité en fait de la panoplie du parfait petit occultiste, comme on dit. Voilà, donc il utilisait notamment son fils, et il utilisait des gens de son entourage, mais il n'était pas satisfait. Parce que c'était, déjà je pense que son fils était jeune, donc en plus le pauvre, ça ne devait pas être quelque chose de très concluant, et puis aussi c'était bon, quelqu'un de sa famille, et puis les autres personnes des fois avaient tendance à lui dire aussi ce qu'il avait envie d'entendre,
s'entendre, vous savez, parce que c'était contre-rétribution, donc forcément, au bout d'un moment, John Dee était assez découragé, déçu de ce qu'il obtenait. Et ça, c'est jusqu'à ce qu'il rencontre, je vais y arriver, Edward Kelly. Alors, Edward Kelly, c'est un homme qui se présente à lui et qui lui dit être capable de l'aider à avancer dans ses recherches alchimiques. Et il y a une sorte de coup de foudre amical et professionnel entre les deux hommes qui deviennent donc des associés. Et ils deviennent associés donc dans cette recherche alchimique. Et il se trouve que, en parlant de divination et de médiumnité, Edward Kelly prétend être capable de pouvoir parler avec les esprits et de pouvoir communiquer avec le monde invisible. Alors forcément, John Dee est complètement subjugué par cette compétence et lui demande de pratiquer de la divination à ses côtés. Et ils vont ensemble utiliser une sorte de miroir d'obsidienne noire, vous savez, qui avait une réputation de permettre de parler avec des gens de l'autre côté. Et ils vont rentrer en contact avec des soi-disant anges. Alors ça nous fait peut-être sourire de nos jours, mais à l'époque, comme je vous l'ai dit, on croyait aux anges, on croyait à cette possibilité. Le monde entre l'invisible et le visible était considéré comme étant connecté en permanence. Donc pour eux, c'était pas du tout, comment dire, bizarre. Donc très rapidement, Kelly commence à faire de la divination pour John Dee et lui raconte notamment ce que les anges lui disent. Et ils ont notamment un ange d'élection qui s'appelle Mimi. Et cet ange est pur et doux et aide à expliquer lorsque Kelly n'arrive pas à comprendre ce qu'il en est. Alors, l'idée, c'est d'une part de rentrer en contact, mais pourquoi? Alors, c'est encore comme pour l'alchimie. Vous allez dire pourquoi ils ont été dérangés, les anges? Est-ce qu'ils avaient envie de rencontrer l'archange Gabriel ou de rencontrer un ange X parce que, voilà, pour taper la discussion? Non! En fait, ils voulaient rentrer en contact avec les anges pour leur demander quelque chose, la réalisation de leurs souhaits. Et par conséquent, vous pensez bien que l'Église s'est mêlée de ça, parce que déjà c'est blasphématoire de faire de la divination pour l'Église, et ensuite parce que normalement Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, et vouloir savoir ce qui va arriver pour l'Église de l'époque, c'est considérer en fait contredire ce que Dieu a décidé pour vous, donc ils ne veulent pas encourager la voyance et la divination. Mais alors d'apprendre qu'en plus il rentre en contact avec les anges pour demander des services, vous pensez bien que l'Église n'est pas contente et commence à envoyer des espions pour savoir qu'est-ce qui se passe chez John Dee. Pour savoir notamment si c'est en plus bien des anges, parce que John Dee et Kelly disent que c'est des anges, mais quelles preuves ils ont? Si ça se trouve c'est des démons, et donc s'ils font commerce avec des démons, c'est de l'hérésie. Et apprenant que John Dee et Kelly continuent à contacter régulièrement les anges, l'Église d'ailleurs va les convoquer. Ils vont être convoqués par l'Inquisition, qui veut savoir exactement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense aussi mettre un peu le holà et dire ça suffit. Tout simplement, il faut savoir que contacter les anges pour demander qu'ils fassent quelque chose et qu'ils intercèdent auprès de Dieu pour vous ou à la place de Dieu, ben c'est un blasphème et c'est considéré comme étant quelque chose vraiment d'horrible pour l'Église. Et John Dee est donc très en danger, puisque bien sûr l'Église va en référer à sa patronne entre guillemets, c'est-à-dire la reine Élisabeth Ier d'Angleterre. Au début, Élisabeth, comme je vous ai dit, elle a toute confiance en John Dee et elle n'a pas du tout envie de l'empêcher de faire ce qu'il veut, donc elle est un peu tolérante, on va dire. Mais il se trouve que cette pratique ésotérique de John Dee et de Kelly va attirer beaucoup de monde, beaucoup de personnes, notamment un prince polonais qui s'appelle Łaski, et le fait qu'il fréquente et que lui-même soit utilisé comme médium par John Dee, parce que il faut savoir que John Dee il voulait toujours en savoir plus, il voulait toujours une nouvelle voyance, toujours une nouvelle interaction, et Edward Kelly c'est un être humain, donc à un moment il était fatigué. Donc après avoir
bien utiliser Edward Cully, utiliser son fils Arthur, utiliser d'autres personnes, eh bien les gens qui s'intéressaient, comme ce prince polonais Lasky, John Dee les utilisait aussi comme médium pour apprendre des choses sur le monde invisible. Et donc ça se sait, et la reine Elisabeth Ier le sait, et elle est furieuse, et elle estime, puisque vous savez, elle est un peu paranoïaque, elle vit avec plein d'ennemis, elle estime que peut-être John Dee est un traître et qu'il a trahi sa confiance. Et pour elle, c'est pas si surprenant que ça. Il faut savoir qu'elle vient d'une famille, elle vient des Tudors, où ils se sont tous entretués. Le fait d'être frères et sœurs, ce n'était absolument pas un gage d'être protégé. Et donc, lui, c'est pas quelqu'un de sa famille, c'est pas quelqu'un de son sang. Certes, c'est quelqu'un qui l'a aidé, mais maintenant, il commence à être dans le collimateur de l'église et à recevoir des princes étrangers. Elisabeth se dit, il est fort probable que si ça se trouve, il est en train de me trahir. Donc elle lui retire un petit peu sa confiance et il se retrouve un petit peu en danger. Et en fait, il ne sait vraiment pas où aller parce que il voit bien que l'Église ferait pression sur Élisabeth et qu'Élisabeth va peut-être le forcer à aller à l'Inquisition et qu'il sera torturé avec Cully et peut-être des gens de sa famille. Et finalement, il vit un peu dans la peur. Alors, il n'a pas peur de ce qu'il découvre. Il ne se pose absolument pas la question si c'est vraiment des anges et s'il ne parle pas plutôt à des démons. Non, non, ça, il s'en fout, hein, John Dee. Là, il a peur des conséquences dans le monde réel. Il a peur de l'Inquisition. L'Inquisition, c'est pas juste aller en prison. Donc là, il y a la torture. Donc, il commence à, on va dire en langage familier, à flipper. Et à ce moment-là, Lasky lui dit, mais pourquoi vous ne rentreriez pas en contact? Pourquoi vous ne rentreriez... Oh là là, pour apprendre le conditionnel, c'est horrible. Pourquoi vous ne seriez pas en contact avec... donc il fait une suggestion. Donc, pourquoi vous ne seriez pas en contact avec notre cher empereur Rodolphe II, qui lui s'intéresse à l'alchimie, bien évidemment, comme tous les monarques, il veut avoir le pouvoir. Donc, comme vous êtes en plus capable de travailler sur ce domaine, pourquoi vous ne vous intéressez pas, vous n'allez pas le contacter, et lui vous apportera sa protection, à la fois financière et sa protection politique. Donc, en fait, en même pas une semaine, tellement ils avaient peur, John Dee et sa famille partent, également Kayleigh, donc Edward Cully était marié aussi et avait une famille, donc ils partent tous avec, sur les conseils de Lasky à la cour du roi Rodolphe II. Alors là, j'ai envie de vous dire, Elisabeth, elle est absolument furax. Elle est furieuse parce que bien évidemment c'est pas un ami à elle et que à l'époque Rodolphe II il dirige le Saint-Empire germanique et forcément il a toujours envie d'avoir de l'expansion, c'est donc un concurrent et en plus John Dee connaît beaucoup de secrets sur la reine Elisabeth II, connaît beaucoup de secrets sur le pays et il passe à l'ennemi et du coup en plus il va être payé, il va être rémunéré. Donc en termes de loyauté, Elisabeth ne lui fait absolument plus confiance et il perd en fait la faveur royale. Mais pour l'instant, lui, il s'en fiche un peu. Il ne pense qu'à la faveur, à sauver sa peau, comme on dirait, tout simplement. Il ne pense qu'à sauver sa peau. Et il part avec Lasky, Edward Cully et sa famille, s'installer donc à la cour de cet empereur très particulier, car extrêmement colérique, qui est Rodolphe II, et donc le fait de lui proposer des services, c'est à la fois à double tranchant, parce que s'il n'y a pas de résultat, il n'est pas du genre à donner de l'argent pour rien. Donc non seulement il peut les protéger, certes, mais en échange de vraiment résultats. Or, dites-moi si vous savez si on peut produire de l'or avec du plomb. Voilà, donc vous n'avez pas besoin d'être devin, j'ai envie de le dire, pour deviner ce qui va se passer par la suite.
Alors j'ai envie de faire une petite parenthèse sur Rodolphe II, parce que c'est une personnalité qui est quand même très intéressante, en sens que c'est un protecteur des arts, c'est quelqu'un qui a une grande ouverture d'esprit et qui a protégé énormément d'artistes de l'époque, leur permettant vraiment de peindre les choses comme ils avaient envie. Il avait notamment un goût pour le Caravage, et vous savez que le Caravage avait notamment peint la Vierge Marie de manière blasphématoire, puisqu'il l'avait peint comme une femme âgée, et pour un tableau qui avait été commandé par l'Église, et ce tableau avait été refusé. Et vous avez donc l'empereur Rodolphe II qui lui adorait toutes les peintures du Caravage et qui ne s'occupait absolument pas de savoir si c'était blasphématoire ou pas. Et il avait donc une sorte d'amour pour les arts et les sciences, et il a protégé beaucoup de gens, notamment donc le Caravage, mais aussi des personnes qui s'intéressaient à démontrer que la Terre est ronde, et aussi donc des personnes comme Tycho Brahe, qui est un grand astronome danois, et des personnes aussi comme Archiboldo. Vous connaissez peut-être ces portraits faits à base de fruits, et également des personnes comme Kepler, qui était un astronome. Alors à l'époque, les astronomes sont parfois menacés par l'Église, et Kepler était proche de Copernic en disant que la Terre tournait autour du Soleil, et bien évidemment ça ne plaisait pas aux personnes religieuses, et notamment aux autorités religieuses de l'époque. Et c'était une personne qui était comment dire, très introverti. En même temps, il était ouvert d'esprit, il adorait tout ce qui était nouveau, il était hyper curieux, et en même temps, c'était une personne qui était introvertie, qui était mélancolique, et qui pouvait passer, en fait, de nos jours, on pourrait dire bipolaire. Et en fait, il était incapable de régner, c'est-à-dire, il avait un énorme pouvoir, et en fait, il procrastinait pas mal, la politique, il prenait pas toujours des bonnes décisions, et c'est donc quelqu'un qui avait besoin de conseiller aussi. Il aimait bien vivre, il aimait les femmes, il aimait bien manger, et surtout, il avait une chose particulière, c'est qu'il adorait tout ce qui était l'ésotérisme. Donc il accueillait à sa cour tout ce qui était alchimiste, tout ce qui était astrologue, tout ce qui était divin, et en fait il n'avait absolument pas peur de ça. Pour lui, c'était une compagnie agréable, et c'était aussi peut-être une possibilité de l'aider à gouverner, et de l'aider également à obtenir plus de pouvoir, puisque comme je vous l'ai dit, l'alchimie, c'est en fait savoir transformer le plomb en or, mais donc c'est savoir connaître aussi les secrets de l'univers, pouvoir agir sur la matière. Et donc en fait, ça intéresse énormément cet empereur, hein, Rodolphe II, mais donc comme je vous ai dit, il avait un caractère qui était un caractère changeant. Donc il était un petit peu, on dirait aussi, soupe au lait, il pouvait s'énerver assez facilement, et on savait que bien sûr avoir sa protection c'est intéressant, mais ça peut aussi être à double tranchant. Donc il accepte d'accueillir et d'aider Kelly et notre ami John Dee pour des raisons de connaissances alchimiques, mais aussi pour avoir des conseils, puisque John Dee est un très bon conseiller. Et il les installe dans un endroit, dans un atelier, où il leur demande de travailler. Et il découvre également qu'ils ont ce fameux langage, donc ils parlent avec des anges. Et ça l'intéresse, bien évidemment. Lui aussi, il veut en savoir un petit peu plus. Le temps passe, et bien sûr, passer, vous savez, tout nouveau, tout beau, hein, voilà, tout nouveau, tout beau. Au bout d'un moment, il n'y a pas de résultat, et notre cher Rodolphe, il commence quand même à s'énerver. Et Kelly lui dit, bah écoutez, je peux pas passer mon temps à faire des recherches sur l'alchimie, parce que je travaille aussi avec John Dee dans notre connexion avec les anges, et ça me prend beaucoup d'énergie, je suis fatiguée après les séances de divination. Et donc l'empereur lui dit, oui mais bon, c'est moi qui finance, donc maintenant priorité à l'alchimie, et je veux obtenir de l'or. Et Kelly donc annonce à John Dee, écoute, je ne vais plus pouvoir continuer ce travail de connexion avec les anges,
je dois me consacrer davantage à l'alchimie. Et bien sûr, John Dee n'est absolument pas d'accord parce qu'il dit qu'il n'a absolument pas continué, il a besoin de continuer à étudier ce que disent les anges et qu'ils n'ont pas fini et que donc par conséquent, Kelly doit faire ce que lui veut, c'est son associé et pas l'associé de Rodolphe. Voilà, donc John Dee a plutôt confiance en se disant que Rodolphe va patienter et que Kelly doit continuer à lui fournir cet accès au monde des anges. Alors, d'une part, Kelly disait donc à John Dee, voilà ce que m'ont dit les anges, et il y avait donc une retranscription. Donc John Dee notait ce que Kelly lui disait. Alors, beaucoup de personnes disent que John Dee, qui était pourtant un scientifique, il était abusé par Kelly, que Kelly inventait, le manipulait. Alors, il inventait, mais il inventait en direct. Donc, il avait un certain talent pour inventer, s'il inventait. Donc, les personnes qui sont plutôt croyantes en ésotérisme vont plutôt dire qu'il n'était pas du tout en contact avec les anges, mais avec des démons. Et alors là, il y a plusieurs théories. On dit toujours que pour accéder aux anges, c'est difficile, mais que c'est très facile d'accéder à ce qu'on appelle les énergies du bas astral qui n'attendent que ça, qui veulent tout simplement être en contact avec le monde actuel pour pouvoir l'influencer, et aussi parce qu'ils sont dans un entre-deux, et donc par conséquent ils sont là, donc c'est facile d'accéder. Donc on se dit que John Dee était peut-être en contact non pas avec des connaissances supérieures, mais sans doute avec le bas astral, et donc avec des démons. Et on se dit aussi que Edward Kelly était peut-être un mythomane, peut-être un menteur, puisque à partir du moment où il n'a plus de temps à consacrer à cette activité, comme par hasard, l'ange Mimi devient désagréable, mélancolique, donc un aspect démoniaque, un petit peu peut-être pour rebuter John Dee, alors qu'avant c'était une agréable communication. Alors j'ai aussi envie de vous dire, ne nous moquons pas trop de John Dee avec cet ange Mimi. Récemment, j'ai lu un livre que j'ai trouvé très intéressant qui dit « Demande à ton âme, elle connaît le chemin ». Et il y a des canalisations dans ce livre très intéressantes et les autrices parlent avec un ange, un représentant. Donc, dans la tradition ésotérique, qu'il y ait un représentant, une personne qui canaliserait l'ensemble des messages des défunts pour les retranscrire aux vivants, c'est quelque chose de classique, de commun. Donc, on peut se dire que c'est de la fabulation. C'est un très bon livre, je ne critique absolument pas ce livre, même sur un plan de développement personnel. Bien évidemment, c'est un livre qui parle d'ésotérisme, mais sur un plan de développement personnel, ça donne de l'espoir, ça redonne la patate. Donc je me dis, c'est quelque chose de positif, quelque chose qui donne un bon discours positif, en gardant raison, en ayant les pieds sur terre. Écoutez, moi j'ai trouvé que c'était un très bon livre et qui en plus racontait des parcours de vie et intéressant, des leçons qui étaient jamais pontifiantes, qui étaient des leçons qui étaient plutôt positives. Alors si ensuite il faut me raconter que c'est des leçons tirées de défunts et qu'il y a eu un ange qui canalise pour faire passer le message, écoutez, pourquoi pas. En tout cas, moi, ça ne m'a pas dérangé. Après, sur un aspect beaucoup plus cartésien, pourquoi je dis que c'est un bon livre? Parce que c'est un livre qui transmet des énergies positives et qui transmet des bons points de vue et qui donne des valeurs de gentillesse et de partage. Voilà pourquoi. Maintenant, sur l'aspect ésotérique, le fait qu'on puisse communiquer avec des défunts et qu'un ange puisse canaliser, je vous raconte qu'il y a des personnes qui croient ça, qu'il y a des gens qui vendent ça, que des gens en font commerce, mais je ne dis pas que c'est vrai. Encore une fois, comme je vous ai dit, attention, il faut toujours prendre du recul, c'est important. Donc, ne nous manquons pas de John Dee parce que de nos jours, j'ai cité ce livre, mais il y a bien évidemment des médiums qui disent toujours oui, c'est tel ange, c'est tel défunt qui m'a dit telle information. C'est toujours d'actualité. Donc, ne nous moquons pas de John Dee qui croyait Edward Kelly. Et donc, malgré tout, malgré le changement d'humeur de notre ange Mimi, qui est peut-être inspiré par le caractère changeant de Rodolphe,
Eh ben, notre cher John Dee se comporte vraiment de manière insistante auprès d'Edward Kelly, lui dit non, 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 on continue notre travail et notre déchiffrage du travail du langage énochien, notre déchiffrage de ce que nous disent les anges, et je ne veux pas te donner davantage de temps pour travailler sur l'alchimie. Donc, il y a des tensions entre Kelly et notre cher John Dee, et alors Kelly va faire une proposition qui aurait été suggérée par les anges. J'ai un petit peu du mal à y croire, mais je pense une suggestion de démon hein, plutôt. Ce serait d'échanger les femmes et d'avoir des rapports physiques entre les hommes et les femmes, donc de pratiquer l'échangisme. Donc, comme ça, comme un cheveu sur la soupe, dans les messages qui sont transmis à John Dee, il y a, oui, il faut que nous pratiquions ensemble l'échangisme, donc je prends ta femme et tu prends la mienne. Écoutez, John Dee était tellement convaincu de ce que lui disait Kelly que pour lui, c'est pas un problème. C'est juste un problème pour la femme de John Dee qui déteste Kelly. Elle ne peut pas le blairer, elle ne peut pas le sentir, elle ne le supporte pas, elle pense que c'est une créature mauvaise, elle se dit qu'il n'est pas du tout en contact avec les anges mais avec des démons et elle ne le supporte pas et son mari lui dit qu'elle va devoir avoir des rapports physiques avec lui. Pour elle, c'est un cauchemar. Elle essaie de le faire changer d'avis et John dit non, écoute, pour avancer dans notre connaissance, c'est important. Alors là, encore une fois, il faut expliquer. Dit comme ça, on se dit, est-ce que John Dee avait envie de pratiquer l'échangisme et a fait passer ça sous le compte de l'ésotérisme? Est-ce que Kelly voulait se venger de John Dee et a proposé, peut-être qu'il était intéressé par la femme de John Dee, est-ce qu'il n'a pas utilisé ça comme excuse? En fait, c'était cette proposition d'échangisme, alors de nos jours où c'est plutôt grivois, de nos jours où c'est plutôt une expérience, où c'est plutôt un aspect plutôt, j'ai envie de dire, ça nous fait sourire même qu'il ait proposé ça. Bon, même on peut être aussi choqué parce qu'on se dit vraiment, il aurait pu trouver une autre excuse. À l'époque, le mariage est sacré par l'Église et l'adultère a une valeur de blasphème. Donc en fait, il faut se remettre un peu en condition. Comme je vous ai dit, transformer le plomb en or, c'est pas seulement changer la matière, c'est être capable de pouvoir créer la matière, d'intervenir sur la matière et d'être en quelque sorte comme Dieu. Et bien là, donc, de pervertir quelque chose de sacré, de reconnu par l'Église, de reconnu, de pratiquer un adultère et donc qui est interdit par l'Église et donc de faire quelque chose de blasphématoire, c'est donc une façon de s'affranchir et donc de passer au-delà donc des mœurs de l'époque, des dogmes de l'époque, et donc une façon d'avancer d'un pas dans la connaissance du monde invisible. C'est comme ça que John Dee le comprend. Pour lui, ça a un aspect purement spirituel, purement ésotérique, avancer plus loin, et donc pour lui, il n'est pas choqué que les soi-disant anges demandent cela. Il faut savoir aussi qu'il existe une magie qui s'appelle la magie sexuelle et c'est une magie qui va dire que lorsque l'on pratique des actes physiques avec une autre personne, on crée un échange d'énergie, on rentre en contact avec l'énergie et cette énergie est extrêmement puissante, notamment lors de l'acmé du plaisir et qu'on peut aussi peut-être la transmuter. Alors, j'ai vu sur les réseaux sociaux que certaines personnes commençaient à en parler. J'ai vu également quelques publications. Pour le moment, ce type de magie est réservé aux initiés, n'est pas encore trop connu. Je pense que dans 1 an ou 2, tout le monde va en parler. Mais c'est quelque chose de très ancien et qui est aussi très inquiétant, puisque beaucoup de personnes vont créer des cérémonies, vont créer des situations un petit peu
spécifique. Oui, ça me gratte, quoi, ça me dérange rien que d'en parler. Donc c'est quelque chose qui fait qu'on doit se méfier en fait lorsqu'on a des relations avec quelqu'un. Une personne mal intentionnée peut donc influencer, et c'est vraiment un sujet, je ne vais pas approfondir, mais je suis sûre que Edward Kelly connaissait lui aussi la magie sexuelle et certains rites, et ce qu'il a proposé à John Dee, il savait que ça allait l'intéresser parce que c'était quelque chose de nouveau dans l'occultisme, et puis c'était peut-être aussi une manière d'influencer indirectement John Dee, puisqu'il a accès à l'épouse de John Dee. Il va peut-être réussir à l'influencer pour qu'elle lui dise bon allez, ça suffit les anges, laisse-le se consacrer à l'alchimie. Donc vous voyez, c'est pas juste un aspect grivois ou un aspect purement manipulation et complètement folklorique, d'accord? Donc c'est pas un aspect juste pour être méchant. Et John Dee accepte, et même si sa femme ne veut pas, elle va lui obéir. Donc John Dee a des relations avec la femme de Kelly, et la femme de John Dee a des relations avec Edward Kelly. Et malgré tout, malgré cet épisode qui va se reproduire à plusieurs reprises, malgré tout, John Dee n'arrive toujours pas à avancer dans sa connaissance des anges et du monde invisible, et dans les secrets du monde invisible, et Kelly finit par lui dire écoute, je dois me mettre au service de l'empereur Rodolphe. Donc il arrête d'être le devin pour John Dee. Et non seulement John Dee le prend très mal, mais en fait sa femme a très mal vécu cet épisode, et par conséquent il y a une rupture entre les deux associés. Rien n'est plus comme avant, et une rupture qui est suffisamment forte pour qu'ils cessent toute collaboration. Alors ça arrange Kelly, parce que Kelly veut se consacrer donc à l'alchimie. Ça n'arrange pas du tout les affaires de John Dee, et surtout le fait qu'il ne soit plus associé, qu'il ne travaille plus sur les mêmes sujets. L'empereur Rodolphe, finalement, il est ok pour protéger notre cher Kelly, mais il n'est plus tellement ok pour protéger John Dee, puisque l'Église n'arrête pas de demander de leur livrer les deux personnes pour l'Inquisition. Il décide donc de protéger Kelly à condition qu'il lui fournisse de l'or, mais pas John Dee, et John Dee finalement décide de retourner en Angleterre. Et là, il va y avoir une conséquence dramatique, c'est que quand il va revenir en Angleterre, sa femme est enceinte, elle est enceinte donc d'Edward Kelly, et 9 mois plus tard, elle va avoir un enfant qui va être né de cette nuit d'échangisme, et donc il va avoir à élever l'enfant de sa femme et l'enfant de Kelly. Donc là, il est bien attrapé, on lui a joué un tour. Et jouer un tour, excusez-moi, c'est pas vraiment le propre des anges. Donc là, il s'est fait attraper, il s'est fait qui est pris, qui croyait prendre. Donc notre cher John Dee aurait dû arrêter là et comprendre qu'il n'était peut-être pas en contact avec les personnes qu'il pensait. Et puis comme par hasard, il n'y a plus l'ange Mimi, il n'est plus en contact. Et donc il se retrouve dans une situation, il revient chez lui. Il faut savoir que pendant son absence, sa maison a été pillée, ses livres ont été pillés, son laboratoire avec toutes les cornues et tous les récipients ont été brisés par la population qui n'était pas en faveur pour eux de ce qu'ils appelaient la sorcellerie. Et il revient, il n'a pas d'argent, et surtout il n'a plus la faveur royale, parce que Élisabeth, déjà elle estime qu'il l'a trahi, et elle décide en bonne chrétienne de ne pas s'intéresser à ce genre de choses. Le langage des anges, elle en a rien à faire, et ce qui l'intéressait, c'était les aspects pratiques et de conseiller. Leurs relations sont détériorées, et donc il se retrouve dans une situation très précaire avec une famille à élever. Il va quand même obtenir un poste de professeur, parce que vous savez qu'il a de grandes compétences, mais avec un très petit salaire, et donc il va mourir dans la misère. De son côté, Edward Kelly n'aura pas plus de chance, puisqu'il est à la cour de Rodolphe et qu'il ne va pas réussir forcément à produire des quantités d'or suffisantes.
Il va produire à la cour quelques quantités d'or, donc les historiens se disent qu'il va réussir à faire des tours de magie, c'est-à-dire il va réussir à faire croire qu'il avait produit de l'or et en fait pas du tout. Et au bout d'un moment, la patience de l'empereur Rodolphe étant arrivée à ses limites, Rodolphe va le jeter en prison. Lorsque notre cher Kelly sera en prison, il ne va toujours pas réussir à produire de l'or, et la condition pour sortir de prison, c'est de produire de l'or. Il n'y arrivera pas, il n'y arrive pas. Et par conséquent, dernier recours, très pragmatique, il se dit, et si j'échappais de la prison? Et il va tenter d'échapper de la prison de la manière la moins ésotérique et la moins magique possible. Il va tout simplement nouer des draps entre eux pour passer par la fenêtre. Et malheureusement, il n'avait pas étudié Newton, il n'avait pas étudié que son poids allait déchirer le tissu. Et par conséquent, il est mort en ayant fait une échelle avec des draps. Et sous son poids, en fait, tout s'est écroulé. Il a fait une chute fatale et il est mort en tentant de s'échapper de prison en tombant par la fenêtre. Voilà, donc une fin qui aussi, j'ai envie de vous dire... les démons se sont bien foutus de sa gueule, quoi. En gros, hein, excusez-moi, mais c'est un peu ça. Si je reste sur un plan ésotérique et si je reste sur un plan pragmatique, eh bien, il a été victime de sa mythomanie, de son envie de progresser et également de cet épisode qui était vraiment cruel, d'obliger la femme de John Dee d'avoir des relations avec lui, parce qu'il savait bien sûr qu'elle ne le supportait pas. Et c'était vraiment horrible et blasphématoire. Voilà un petit peu l'histoire de John Dee, qui reste ce qu'on appelle vraiment l'homme à la fois érudit, humaniste, quelqu'un qui s'intéresse à l'ensemble des sciences et qui est fou de savoir et qui veut tout savoir au point de perdre son âme et qui va plus loin et qui est en même temps, j'ai envie de vous dire, submergé par des forces qu'il ne peut pas contrôler. S'il y a une leçon à tirer de ce destin, c'est que cet homme qui en fait, peut-être dans une autre époque, aurait utilisé la science et n'aurait pas été aussi loin dans l'ésotérisme pour la connaissance, cet homme s'est cru plus fort que Dieu, cet homme s'est cru plus malin que les autres et cet homme a voulu percer des secrets et a fait confiance un peu, j'ai pas envie de dire à n'importe qui, mais à des personnes qui en fait n'étaient pas des personnes à même de répondre à ses attentes. Il avait des attentes démesurées, il n'en avait jamais assez et il n'acceptait pas sa condition d'être humain, il voulait percer les secrets de l'univers. Il avait beaucoup d'orgueil aussi, il pensait qu'il allait y arriver et en fait il a été beaucoup trop loin, aussi bien dans ce qu'il a imposé à sa famille, qu'il a déraciné, qu'il a ruiné. Il a utilisé son fils pour faire de la divination, il a utilisé sa femme pour cette nuit qui est une nuit dans laquelle elle a dû accepter ce qui était l'infamie à l'époque. Et ensuite il a eu un enfant donc, qui était un enfant illégitime, qui n'avait rien demandé, et un enfant qui était en plus, en apprenant que son père était décédé, en apprenant l'histoire de sa conception, ça a dû être quelque chose d'assez horrible. On ne va pas faire de la traduction de la mentalité de l'époque vis-à-vis de la mentalité de maintenant, mais bien évidemment, donc, le comportement de John Dee est passé de la gloire à la déchéance totale, à la disgrâce totale. Et voilà, si on a une leçon à tirer de ce destin, c'est qu'il a été beaucoup trop loin, il n'a pas su s'arrêter à temps. Et on a aussi... une autre leçon à tirer de cette histoire, c'est tout simplement qu'on peut facilement être sous emprise. On parle beaucoup de nos jours de l'emprise sentimentale, de l'emprise sexuelle, mais il y a aussi l'emprise intellectuelle et l'emprise spirituelle, et aussi l'emprise tout simplement mentale. Et c'est pour ça qu'il existe, vous savez, en France, un organisme qui s'appelle Militude, et qui, je mets le lien, et qui permet de déterminer si tel mouvement fait partie d'une secte ou pas, et qui permet, dans une période où on est perdu, lorsqu'on se rapproche de certaines personnes ou de certains groupes, de savoir si c'est safe, si c'est sécure ou pas. Donc je pense que c'est toujours intéressant
On a tous des moments où on a besoin d'être rassuré. Je pense que John Dee avait besoin de Kelly pour être rassuré dans cette période où il était déraciné, il avait perdu la grâce royale, il avait vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui le confortait dans ses idées, de se dire oui, le monde des anges existe, oui, moi je peux accéder, parce que lui-même n'y accédait pas, lui-même n'était pas médium. Et donc lui-même qui était si intelligent, pourquoi il ne s'est pas dit finalement si j'y accède pas, c'est peut-être tout simplement parce que ça n'existe pas. Non, il s'est dit je suis pas capable. Il avait ce qu'on appelle un biais cognitif. Il s'est dévalorisé. Il s'est dit je suis pas capable d'accéder à ce royaume des anges et d'être dans un dialogue divin. Donc j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Donc il a remis son destin dans les mains de quelqu'un d'autre. Et au lieu de se poser des questions, au lieu de se dire peut-être que ça n'existe pas et peut-être que je devrais me consacrer à la science. Ceux qui sont croyants en ésotérique, il pourrait dire aussi, il aurait pu aussi se dire peut-être que je n'ai pas accès à ce monde parce que je n'ai pas la sagesse et que je n'ai pas la connaissance encore, chaque chose en son temps. Peut-être que si je vais avoir cette connaissance, je vais faire des choses mauvaises et avoir des impacts. Donc c'est peut-être pour ça que occulte, caché. Vous savez, ce qui est occulte, l'occultisme, ce qui est caché, nous est révélé des fois au fur et à mesure de notre vie quand on est prêt à recevoir et quand on est prêt à utiliser ces choses. Et John Dee pensait peut-être être capable d'utiliser ces choses et ne l'était pas. Et j'ai envie de terminer sur cette vidéo sur toutes les personnes qui perdent énormément d'argent pour essayer de faire de la divination ou apprendre à faire des sorts ou ce genre de choses. Si vous ne savez pas faire et si vous avez besoin d'une autre personne, c'est peut-être que votre évolution n'est peut-être pas supérieure et que par conséquent il faut arrêter. Et c'est aussi peut-être parce que vous êtes fragile psychologiquement et qu'il y a des garde-fous intérieurs. On ne connaît pas encore l'être humain. On ne peut pas expliquer les intuitions, on ne peut pas expliquer beaucoup de choses. Et peut-être qu'au fond de vous, alors là je reste rationnelle, peut-être qu'au fond de vous il y a une sorte de warning, il y a une sorte de période qui va dire attention, attention, ne t'engage pas dans cette voie. Tu n'es pas capable de supporter, tu vas faire des mauvaises choses avec ça ou des choses qui seront mauvaises pour toi. Et c'est peut-être une sorte de protection personnelle. Alors ça peut être une protection spirituelle, ce n'est pas le moment pour toi. Nous te protégeons en ne te permettant pas d'accéder à ce savoir. Et si on reste cartésien, c'est peut-être tout simplement une protection qu'on a en nous, on a l'instinct de conservation, donc on a certainement en nous aussi peut-être cette intuition qui nous dit si je sais faire ça ou si je commence à m'intéresser à ça, je vais avoir tel comportement et ce sera négatif, donc il vaut mieux pas le faire. Eh bien, il n'a pas écouté John Dee, il a été plus loin et il s'est retrouvé sur un chemin, finalement, il aurait pu avoir tout, il aurait pu faire de grandes choses et finalement il a eu un chemin sur les routes, il a eu un chemin où il a rajouté du mal au mal, où il a rajouté des choses négatives au négatif et au final il n'a pas eu ce qu'il voulait, il n'a jamais connu les mystères de l'univers et sans doute il a été en contact peut-être avec quelque chose qui n'est pas d'aussi beau et d'aussi grand qu'il le voulait. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à tirer de ce destin, un peu de sagesse, un peu de leçons et puis surtout de ne pas être sous l'emprise de personne et si on est amené à s'intéresser à ce genre de choses, à être indépendant, à garder un petit peu aussi les choses pour soi. Je pense que Kelly n'aurait jamais été en prison, par exemple, s'il n'avait pas crié partout qu'il était capable de de transformer le plomb en or. Et voilà, il y avait aussi beaucoup d'humilité, beaucoup de choses, et de creuser davantage. Je pense qu'ils se sont fermés des portes à vouloir trop s'en ouvrir. De nos jours, on ne pratique plus l'alchimie, en tout cas, on n'en parle pas beaucoup, on parle plus de divination, on parle plus de contact, de canalisation, de channeling, ce genre de choses. Il y a des modes en ésotérisme, mais il y a des choses qui ont toujours existé, qui existent depuis la nuit des temps, car les hommes ont toujours besoin et envie d'expliquer l'inexplicable et d'être en contact avec des forces invisibles. Et aussi, les gens ont aussi, dans un monde compliqué, besoin de trouver des réponses. Et ça crée parfois de très jolies choses. La mythologie grecque a été créée à une époque où les gens avaient besoin de s'expliquer le monde. Donc ça peut créer, bien sûr,
cette envie d'inventer des choses, ça peut créer des mythes, ça peut créer des histoires intéressantes, mais protégeons-nous et ne tombons pas dans l'obsession comme était John Dee, et ne tombons pas non plus dans la mythomanie et dans la manipulation comme pouvait l'être Edward Kelly. Et que ce soit sur un plan spirituel, préservons-nous, et également sur un plan mental, préservons-nous. Voilà, donc je vous ai raconté, en étant un petit peu pontificante là, à la fin là, de la vidéo, je vous ai raconté un petit peu l'histoire de John Dee. Donc c'est notre vidéo avec bien sûr toujours des exercices de compréhension orale. C'est une vidéo, je pense, plutôt de niveau B2, C1, C2. Donc vous avez bien évidemment un petit quiz. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une bonne journée ou soirée, je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo, et à bientôt. Merci.